Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Histoire Touaris, moi c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler ensemble de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Tout d'abord on va essayer de comprendre pourquoi les Juifs ont été la cible de nombreuses persécutions. Ensuite on va voir les tentatives ratées du pouvoir espagnol de convertir de force les Juifs au catholicisme. Et enfin on verra comment s'est déroulée cette expulsion définitive des Juifs d'Espagne au XVe siècle. Guérouch Sfarad. C'est comme ça qu'on appelle en hébreu cette tragédie qu'a été l'expulsion des Juifs d'Espagne. Ça faisait pourtant très longtemps que le judaïsme était établi dans la péninsule ibérique. L'origine probable est 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire après la conquête de la Palestine par les Romains. Et depuis cette époque-ci, jusqu'au 8e siècle, les Juifs sont plutôt mal tolérés par les différents pouvoirs de la péninsule et ils sont victimes de diverses mesures de restriction. C'est à partir de la domination musulmane en Espagne, qui commence en 711, que les Juifs peuvent profiter d'une plus grande liberté, parce que sur leur territoire, les royaumes musulmans respectent le droit des minorités religieuses. En contrepartie d'un impôt spécifique, les Juifs comme les chrétiens conservent leur lieu de culte et ils disposent de libertés religieuses et politiques. À tel point que dans les Émirats, certaines personnalités juives parviennent à occuper de très hautes fonctions politiques qui leur étaient interdites jusque-là. Ensuite, au fur et à mesure de la Reconquista, la reconquête chrétienne de l'Espagne, les royaumes chrétiens comprennent l'intérêt qu'ils pourraient avoir à tolérer les Juifs. Le but pour les rois chrétiens, c'est d'attirer les Juifs pour générer des défections dans le camp des musulmans avec l'idée de les affaiblir. Les communautés juives participent à repeupler les territoires reconquis, elles favorisent le développement commercial et intellectuel des royaumes chrétiens, elles peuvent aussi servir à assurer la transition entre l'administration musulmane et l'administration chrétienne. Ces raisons expliquent qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, on parle d'un âge d'or de la tolérance des Juifs. Dans les territoires musulmans comme chrétiens, les Juifs vivent en bon voisinage avec les autres habitants de la péninsule avec qui ils partagent langue et usage. Mais bien avant que ne soit actée la victoire finale des chrétiens sur les musulmans en Espagne, il y a un revirement de situation. À partir du XIVe siècle, l'Espagne nouvelle tend vers une unité religieuse sur son territoire. La centralisation du pouvoir voulue par le roi de Castille passe par le contrôle de la religion. L'étau se resserre autour des Juifs, qui sont de plus en plus montrés du doigt quand des problèmes surgissent. Tout au long du XIVe siècle, on voit un retour de la haine anti-juive. Aux quatre coins du pays, la politique fiscale du royaume est contestée, mais ce ressentiment des masses est manipulé et retourné contre les Juifs, que les populations pauvres assimilent à tort au pouvoir royal. Pour les révoltés, s'en prendre aux Juifs, c'est une façon détournée de s'en prendre au roi. Par exemple, les groupes qui s'opposent aux Juifs affirment que beaucoup de familles nobles sont juives d'origine, alors même qu'ils n'ont rien pour le prouver. Et une fois de plus, les Juifs sont les boucs émissaires d'une situation politique instable. L'antijudaïsme prend deux formes différentes. D'abord, on parle d'un antijudaïsme dit irrationnel. Les gens s'imaginent que les Juifs tuent des enfants, les accusent d'avoir assassiné le Christ, d'être des lâches, de propager des maladies graves et plein d'autres choses qui sortent de nulle part. Et ça coexiste avec un antijudaïsme dit du réel. En gros, on reproche l'enrichissement personnel de Juifs qui sont à des postes de grande visibilité, comme prêteurs sur gage ou percepteurs d'impôts. Et ces quelques personnes juives qui ont su s'enrichir créent dans l'esprit des chrétiens en Espagne un lien entre richesse et communauté juive. Mais dans les faits, c'est faux, c'est un gros préjugé qui n'a aucun fondement sociologique. L'écrasante majorité des Juifs n'est pas plus riche que le reste de la population et ne participe en rien à une quelconque oppression des chrétiens. Le premier tournant historique pour les Juifs se fait en 1391. Une crise économique touche le pays depuis plusieurs années et une révolte éclate à Séville. Les Juifs sont accusés d'être responsables de la crise et s'ensuit un déferlement de violence qui vise la communauté juive. Le mouvement se répand à toute la péninsule, les quartiers juifs sont attaqués, les massacres suivent au pogrom, les synagogues sont détruites et des milliers de Juifs trouvent la mort. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est le départ d'un vaste mouvement de conversion forcée des Juifs. Juridiquement, ça prend forme en 1412 avec une ordonnance du roi sur la suppression légale du judaïsme en Espagne. On voulait à ce moment précis éliminer le judaïsme en tant que religion, sans pour autant porter atteinte aux personnes. Les rouderias, qui sont des ghettos juifs version espagnole, sont désormais cloisonnés et surveillés. Les communautés juives ne peuvent pas s'opposer à la conversion, elles ne peuvent plus porter les armes et leurs membres doivent revêtir un signe distinctif. Et les Juifs se retrouvent face à un classique dilemme médiéval, la conversion ou la mort. Mais malgré les conversions, de nouvelles tensions apparaissent. Avant leur conversion, les Juifs n'avaient pas droit à certains postes à responsabilité ou à certains métiers comme charpentier, tailleur, boucher, médecin, etc. Le problème pour certains Espagnols chrétiens depuis plusieurs générations et aussi appelés vieux chrétiens, c'est que maintenant que les conversos sont considérés par la couronne comme chrétiens, tous les métiers leur sont ouverts.
Ces conversos entrent donc en concurrence directe avec les vieux chrétiens pour l'accession à ces postes. Et ça ne plaît pas à ces vieux chrétiens qui perdent des prérogatives, du pouvoir et qui se mettent à créer des troubles. La situation empire en 1449 avec les émeutes et pogroms de Tolède. À la base, cette révolte est dirigée contre quelques élites politiques et économiques, mais finalement, pour toutes les raisons qu'on vient de voir, c'est toute la population juive qui devient la cible des insurgés. Mais d'un point de vue administratif, en 1449, il n'y a plus de juifs en Espagne, tous ont été christianisés de gré ou de force. Sont donc visés les juifs convertis, les conversos, que l'on accuse de ne pas être sincèrement chrétiens et de pratiquer la foi juive de manière cachée. On les appelle les conversos, les marranes ou les nouveaux chrétiens, par opposition aux vieux chrétiens qui n'ont donc pas d'ancêtres juifs. Et suite aux émeutes de Tolède, et pour satisfaire les vieux chrétiens, la couronne d'Espagne décide de créer des statuts à pureté de sang, ou limpieza de sangre en castillan. Il s'agit d'établir des critères de sélection dans la candidature à certains postes. Il faut pouvoir prouver qu'on n'a pas d'ancêtres juifs. Ces critères de sélection sont condamnés par le pape, qui pense que le sang du Christ est plus fort que le sang juif, et du coup pour lui, ce n'est pas possible que la conversion ne produise aucun effet. Mais malgré le pape, ces statuts de pureté de sang vont se propager dans toute la péninsule. En parallèle à cette oppression que vivent les anciens juifs en Espagne, en 1453, la chrétienne Constantinople tombe aux mains des Turcs musulmans. Et ça crée une vague d'espoir chez les conversos espagnols, parce que le nouveau pouvoir musulman y est beaucoup plus tolérant que ce qu'on peut voir en Europe chrétienne. Et les juifs sont de plus en plus nombreux à quitter l'Espagne, même si on est encore loin d'un exode massif. Une nouvelle étape est franchie en 1478 avec la mise en place de l'Inquisition. Le royaume demande au pape l'autorisation de pouvoir exceptionnellement réguler la religion, on appelle ça l'Inquisition d'État. Alors concrètement, l'Inquisition s'en prend aux convertis, qui continuent secrètement leur culte dans la sphère privée. Les inquisiteurs vont mener des enquêtes de voisinage, ils recueillent des témoignages, ils vont même jusqu'à questionner les enfants sur la pratique de leurs parents. Les familles de conversos prennent donc l'habitude de dévoiler la pratique secrète de la judéité à leurs enfants, qu'à partir du moment où ils entrent dans l'âge adulte. L'Inquisition va marquer au fer rouge les familles suspectées, et finalement elle renouvelle la marginalisation des anciens juifs. Par exemple, la noblesse espagnole va devoir prouver qu'elle est de sang entre guillemets pur. Au début, on demande à prouver que ses parents ne sont pas juifs. Ensuite, les inquisiteurs demandent à prouver que même les arrière-grands-parents n'étaient pas juifs. Et le point d'orgue, le point de non-retour de cette politique anti-juive, c'est le décret de 1492 qui décide de l'expulsion définitive des juifs d'Espagne. Il faut voir qu'à la base, l'idée était plutôt de créer un choc chez les anciens juifs pour les pousser à accepter pleinement et sincèrement la religion chrétienne, et leur départ effectif n'était pas forcément ce qui était souhaité. Dans la cour royale, on n'imaginait pas que ce projet fou allait se concrétiser, et pourtant cette expulsion va être menée à terme. Et ce n'est pas un hasard si c'est en 1492 que ce décret est promulgué, c'est l'année de la victoire finale des royaumes chrétiens sur les royaumes musulmans dans la péninsule, et puisque les musulmans sont vaincus, il n'est plus nécessaire d'avoir le soutien de la minorité anciennement juive. Le décret d'expulsion s'applique à toutes les possessions espagnoles, comme celle en Italie du Sud, mais aussi à tous les futurs territoires conquis par l'Espagne. Certains juifs vont fuir dans un premier temps au Portugal, mais malheureusement pour eux, le Portugal prend des décrets de conversion identiques dès 1496. En 1506, de violents pogroms anti-juifs poussent le Portugal à demander la conversion totale et sincère, ou l'exil. Et comme en Espagne, de nombreux juifs sont expulsés. Sur le moment, la plupart des juifs voyaient ça comme une espèce d'exil temporaire, mais les communautés juives ne reviendront jamais en Espagne, et cet épisode restera comme un événement majeur de l'histoire juive. Ce sont ces populations juives qui se feront appeler les juifs séfarades, ce qui signifie péninsule ibérique en langue hébraïque médiévale. Cet antisémitisme n'est pas un phénomène isolé en Europe à cette époque. Entre le XIIe et le XVIe siècle, les communautés juives se font régulièrement expulser de leur zone d'habitation. Si on se souvient surtout de l'expulsion d'Espagne, c'est qu'elle a été beaucoup plus massive qu'ailleurs. À titre de comparaison, l'expulsion des juifs d'Angleterre en 1290 concerne 16 000 personnes, alors qu'en Espagne, entre le pogrom de Séville de 1391 et le décret de 1492, ce sont plus de 300 000 juifs qui se font expulser du territoire. Alors on va voir où se sont réfugiés ces juifs expulsés. Un bon nombre traversent la Méditerranée et trouvent refuge en Afrique du Nord. Beaucoup d'entre eux rejoignent l'Empire ottoman où ils pouvaient compter sur une certaine tolérance des musulmans, notamment dans des villes comme Constantinople ou Salonique qui vont devenir de grands centres juifs de l'époque. Et ça c'est grâce à l'action du sultan Bayazet II qui les accueille à bras ouverts. Il envoie même la marine turque en Espagne pour les recueillir. Des sources juives lui prêtent une phrase ironique à propos du roi d'Espagne, je cite « Pouvez-vous appeler sage et intelligent un tel souverain? Il appauvrit son pays et enrichit le mien. » En tout, les historiens parlent de 200 000 juifs espagnols qui vont s'installer dans l'Empire ottoman musulman.
Les Juifs ibériques iront aussi peupler l'Italie du Nord, notamment Venise et Livourne. En France, les plus grands centres d'émigration sont Bordeaux et dans une moindre mesure Bayonne, Avignon ou Toulouse. Les Juifs originaires du Portugal s'implantent plutôt au nord de l'Europe, notamment à Londres, Hambourg et surtout Amsterdam. Ils étaient si nombreux dans cette ville qu'on l'appelait la Jérusalem hollandaise. Le plus connu des descendants des Juifs exilés du Portugal est le célèbre philosophe Spinoza. Et que ce soit en Méditerranée ou ailleurs, partout où ils se sont installés, les Juifs séfarades ont pleinement contribué à l'essor de leur ville d'accueil. Et inversement, la péninsule ibérique a souffert de voir ces centaines de milliers de personnes quitter le territoire. A noter que ce n'est pas l'ensemble des Juifs qui se sont fait expulser, certains ont pu rester, se sont petit à petit assimilés, et ils y avaient plutôt intérêt parce que l'Inquisition veillait. Entre l'expulsion des Juifs et le début du XIXe siècle, plus de 50 000 personnes ont été victimes de procédures inquisitoriales parce que suspectées de pratiquer secrètement la religion juive. Et à partir de ce XIXe siècle, on n'a quasiment plus aucune trace des conversos en Espagne et au Portugal. Alors qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette expulsion ? Il y a eu un mouvement appelé le philosépharadisme qui est apparu au cours du XIXe siècle en Espagne et qui revendique un héritage positif de la présence juive dans la péninsule et il considère cette expulsion comme illégitime et de horrors. En 1924, une loi permet d'accorder la nationalité espagnole aux descendants de juifs expulsés, mais il faut pour ça habiter en Espagne et renoncer à toute autre nationalité. Après la chute de Franco en 1975, ce courant philosépharadiste s'est renforcé. Et en 2014, la loi évolue et l'Espagne permet aux descendants de juifs espagnols de demander la double nationalité sans devoir résider sur le territoire. Plus de 100 000 personnes en ont depuis fait la demande. Les parlementaires espagnols qui ont rédigé cette loi ont expliqué que leur but était de réparer une erreur historique. Voilà, la vidéo s'arrête ici, merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez creuser un peu plus le sujet, je mets plusieurs liens de vidéos intéressantes et une bibliographie dans la description. Je vous conseille surtout le livre Histoire des Maranes de l'universitaire anglais Cecil Ross. Et si vous avez d'autres conseils lecture, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et pareil, si vous trouvez des erreurs dans ce que j'ai dit, vous pouvez m'en faire part en commentaire. Il faut savoir que la royauté espagnole ne s'est pas arrêtée là. Après l'expulsion des Juifs, le pouvoir s'en est pris aux minorités musulmanes qui seront elles aussi expulsées. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Et pour être tenu au courant de ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter. Pour me soutenir, vous pouvez laisser un commentaire et un pouce bleu. Voilà, on se dit à bientôt, bisous!